Ok, bonjour à tous. Je m'appelle François Archon. Je m'occupe d'une équipe qui s'appelle IBM Quantum Support. En fait, c'est une équipe qui apporte du support technique à tous les clients qui ont rejoint quelque chose qu'on appelle le IBM Quantum Network. Ça veut dire que c'est tous les clients dans le monde qui accèdent à nos ordinateurs quantiques. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation assez générale de ce qu'on fait à IBM en matière d'informatique quantique. Et il y aura en fait deux choses. En fait, ça va refléter nos deux missions. D'une part, on essaye de construire ces ordinateurs quantiques et de les délivrer au monde. Et d'autre part, on essaye de protéger, on va dire, ce qui existe aujourd'hui des attaques quantiques du futur. Donc, c'est une phrase assez science-fiction à dire, mais c'est quelque chose de très vrai. Donc, ma deuxième partie concernera vraiment qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nous protéger des futures attaques des ordinateurs quantiques de demain. Alors, pourquoi on veut faire de l'informatique quantique? Tous les problèmes ne se résolvent pas de la même façon. Certains problèmes sont plus compliqués que d'autres à résoudre. Certains problèmes, quand vous augmentez la taille de votre, par exemple, de l'entrée du problème, vous allez avoir une évolution qui va être polynomiale. Vous allez pouvoir résoudre ce problème en un certain nombre d'étapes qui n'explosent pas avec la taille du problème. Donc ça va être des problèmes easy, faciles. Vous allez pouvoir les résoudre en classique normalement. Donc ça va être, si j'arrive à faire fonctionner ça, ça va être les problèmes qui vont être ici. Ça, c'est les problèmes faciles. Les ordinateurs classiques peuvent les résoudre aujourd'hui. Il y a des problèmes qui sont difficiles. Quand vous augmentez la taille du problème, là, la complexité explose. Vous allez avoir une exponentielle. Vous ne pouvez pas les résoudre avec un ordinateur classique. Donc, ça va être le grand rond là. Et dans les années 90, en fait, on a découvert que si on avait accès à des ordinateurs quantiques, eh bien, au miracle, il y aurait des problèmes qui sont difficiles en classique, mais qui deviendraient faciles avec un ordinateur quantique. Donc, c'est quelque chose d'assez peu intuitif. Donc, c'est vraiment un résultat mathématique théorique. Mais à partir de ce résultat, dans les années 90, eh ben, ça a motivé tout cet effort qu'on fait depuis 30 ans pour construire des ordinateurs quantiques. Alors, la chose la plus emblématique de l'informatique quantique, vraiment l'algorithme qui a fait démarrer tout ça, c'est l'algorithme de Shor et qui permet de factoriser des grands nombres. Donc ça va avoir un impact sur la sécurité, mais j'y reviendrai plus tard. Il y a d'autres aspects qui sont intéressants dans l'informatique quantique, où on espère pouvoir l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. En particulier, on va retrouver beaucoup de choses dans la simulation de la nature, la simulation de la physique, de la chimie. Il va y avoir aussi des choses plus mathématiques, reliées à la finance, reliées à l'optimisation. Donc ça touche un peu beaucoup de domaines. Donc ça, c'est la théorie de la complexité en une slide. Maintenant, la mécanique quantique en une slide. Pourquoi l'informatique quantique, en fait, elle permet de passer de changer de classe de complexité comme ça? Comment ça se fait qu'un problème qui est difficile en classique, en quantique, devient facile? Alors, c'est assez peu intuitif encore, mais c'est vraiment les ordinateurs quantiques vont utiliser les propriétés assez fines de la nature, les propriétés dites quantiques. Quand vous observez un électron, un atome, les règles de la physique classique ne s'appliquent plus. Vous allez avoir des comportements autres. Vous allez avoir des choses comme la superposition. Vous avez un système quantique qui peut être à la fois deux choses en même temps. Vous connaissez la métaphore du chat de Schrödinger, c'est dans plein de films. Et bien ça, c'est typiquement ça, la superposition. Il y a des choses encore plus subtiles que ça, quelque chose qu'on appelle l'intrication. C'est vraiment une corrélation à longue distance entre deux objets quantiques. Donc, ce qui fait que si vous avez deux systèmes qui sont intriqués l'un à l'autre, vous ne pouvez plus vraiment les considérer de manière indépendante. Si vous mesurez un système, ça va directement avoir un impact sur l'autre. C'est quelque chose qu'on appelle l'intrication. Ces deux choses-là, superposition et intrication, en fait, on va faire des algorithmes quantiques, on va jouer avec. Il va y avoir des portes quantiques qu'on applique sur des qubits. Je vais revenir derrière ce que c'est un qubit. Et c'est l'application de ces portes qui va faire un algorithme quantique. Donc, j'ai déjà dit le mot, l'entité d'information dans un ordinateur quantique, c'est un qubit.
Donc évidemment, il y a un parallèle avec les bits classiques. Les bits classiques, ils sont 0 ou 1. Les qubits, ils peuvent être une superposition de 0 et 1 en même temps. Et c'est parce qu'on a cette entité d'information, le qubit, et qu'on a ces propriétés, qu'on arrive en fait on arrive à créer des algorithmes qui nécessitent moins d'étapes pour résoudre un problème. Une chose, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'interférence. L'interférence, ça va vraiment être le déroulement de l'algorithme quantique. Vous allez faire que la solution exacte à votre problème soit la plus probable que vous puissiez mesurer, tandis que les mauvaises solutions, en fait, elles soient détruites par interférence destructrice. C'est à peu près, alors là, c'est avec les mains, si vous n'avez rien compris, c'est normal. C'est quelque chose, on va dire, il faut vraiment le voir mathématiquement et au bout d'un moment, ça clique, mais ça marche. Si on a des algorithmes quantiques, on peut résoudre des problèmes plus rapidement qu'avec un algo classique. Donc, personne ne dit que une fois qu'on aura des ordinateurs quantiques, on pourra remplacer tous les ordinateurs classiques. C'est pas vrai. La métaphore qui marche le mieux, c'est le transport aérien n'a pas remplacé les voitures et les bateaux. On s'en sert de l'avion pour aller à certains points rapidement, et l'ordinateur quantique, il aura sûrement cet aspect-là, on va dire. Donc, quels sont les problèmes qu'on espère résoudre avec cette chose? C'est vraiment les problèmes les plus difficiles qu'on a aujourd'hui. Donc, ça va être des problèmes qui touchent à la physique, à la chimie. Donc, tous les scientifiques du monde attendent qu'il y ait un ordinateur quantique à disposition, parce qu'on pourra avoir de résultats nouveaux. Donc, les use cases, ça va être des choses qui sont reliées à des petits problèmes, comme la séquestration du CO2 dans l'atmosphère, avoir de meilleurs engrais ou ce genre de choses. Donc, l'espoir, c'est d'utiliser l'ordinateur quantique pour résoudre des problèmes comme ça. Je ne vais pas vous dire qu'on va résoudre le changement climatique avec des ordinateurs quantiques. Je ne vais pas dire ça ici. Mais par contre, ça va être un outil pour pouvoir aborder ces questions, pouvoir résoudre certains problèmes de ces grandes questions. Il y a d'autres use cases qui sont plus reliés on va dire à des maths. Donc, ça va être la détection de fraude, ça va être l'optimisation. Et il y a un use case qui n'est pas particulièrement sympathique, c'est celui-là. C'est casser la symétrie, la cryptographie asymétrique. Donc, nous, IBM, ce n'est pas ça qu'on a envie de faire, évidemment, mais c'est quelque chose qui va arriver. Quand on aura des ordinateurs quantiques qui sont suffisamment puissants, on pourra casser la cryptographie asymétrique. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et je vais revenir encore là-dessus plus tard dans cet exposé. Donc, on s'attend que l'ordinateur quantique, vraiment, il a un impact dans toute une gamme d'industries et à plus ou moins long terme. Tout ne va pas arriver en même temps. Les choses comme la chimie ou l'optimisation, on s'attend que ce soit assez proche dans le temps. Des choses comme machine learning, ou vraiment, là, c'est vraiment numerical simulation. Donc, typiquement, le factoriser des grands nombres, ça va être dans cette catégorie-là. Ça, c'est à plus long terme. On ne peut pas aujourd'hui faire tourner l'algorithme de Shor et trouver des facteurs premiers de grands nombres. Mais par contre, on peut déjà commencer à faire des choses en chimie et en physique aujourd'hui. Ça, c'est vraiment sur la théorie et la motivation qui est derrière tout ça, pourquoi on veut fabriquer des ordinateurs quantiques. Je vais parler un peu de hardware. Il y a maintenant plusieurs industries et universités qui essayent de construire des ordinateurs quantiques. Alors bien souvent, la technologie qui est employée, ce sont des objets qui sont déjà microscopiques à la base. On va jouer avec des atomes individuels, on va jouer avec des ions, et on va essayer de jouer avec des choses qui sont déjà quantiques par excellence. À IBM, on a eu une autre approche. On va utiliser ce qu'on appelle des circuits supraconducteurs. Donc, c'est vraiment des circuits qu'on peut lithographier sur une puce. Là, on a une image, en fait. Ici, vous avez les plans de la puce quantique. Et ce que vous voyez ici, les carrés, ça va vraiment être là les qubits, en fait, où ils sont. Vous avez des liens, des connexions entre les qubits qui vont vous permettre de faire l'intrication dont je parlais tout à l'heure. Ça va typiquement être fait avec ce genre de choses. Donc là, c'est une image microscope, mais c'est pas les qubits en soi ne sont pas si petits que ça. Quand je dézoome un tout petit peu, je commence à voir la puce apparaître. Je vois ici qu'il y a les qubits qui sont là.
Et si je dézoome encore, c'est quelque chose qui tient dans la main. Donc les objets ne sont pas microscopiques. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on arrive à avoir un objet assez gros, lithographié sur une surface, mais qui va avoir des propriétés quantiques. Alors, il y a pas de magie pour réussir à faire ça. Le prix à payer, c'est que cette chose-là, cette puce, va devoir être refroidie à une température incroyable. Ça va être, on dit une quinzaine de millikelvin au-dessus du zéro absolu. C'est très très froid. C'est plus froid que le vide spatial même, parce que dans le vide spatial, vous avez le rayonnement micro-ondes du Big Bang qui fait qu'on est toujours à 2 degrés Kelvin. Là, pour les ordinateurs quantiques, il faut aller plus froid. Donc, cette puce-là, elle va être disposée dans cet appareil qu'on appelle familièrement un chandelier. Et les qubits vont être disposés vraiment au bas de la structure. Les paliers que vous voyez ici, ça va vraiment être il va y avoir différents niveaux de température. Et plus on descend, plus c'est froid. Dans cet appareil, il y a aussi, vous voyez, il y a des câbles qui descendent à ce niveau-là. C'est que les qubits, donc il faut résoudre en fait un problème quasiment impossible. Ils sont très fragiles. Dès qu'il y a une perturbation de l'extérieur, vous perdez les belles propriétés quantiques et votre calcul il s'arrête. Donc il faut qu'ils soient suffisamment isolés. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il faut qu'ils soient dans le froid, mais en même temps, il faut que vous puissiez faire des opérations avec. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des câbles et que vous puissiez faire vous puissiez envoyer des signaux micro-ondes pour faire des opérations. Et donc, il faut réussir à maintenir tout ça en équilibre pour que ça marche. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile et c'est pour ça que ça prend tant d'années à développer. Et malgré tout, on fait des progrès d'année en année. Donc, tout cet appareil-là va être mis en fait sur une structure de la sorte, un support. Il va être attaché en hauteur pour éviter les vibrations. Vous voyez la taille par rapport à ma collègue qui est là. Et vous voyez que derrière elle, il y a d'autres cryostats qui sont déjà installés et fonctionnels. Donc, tous les grands trucs blancs qui ressemblent à des ballons d'eau chaude, dedans, il y a un chandelier et ça, c'est des ordinateurs quantiques. À côté, vous voyez qu'il y a toutes ces baies qui sont là et ça, c'est l'électronique de contrôle. Donc, c'est vraiment du compute classique dont on va avoir besoin pour effectuer ces calculs. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous embauchez un designer et vous avez ça. Vous avez un ordinateur quantique. Celui-là, il est déployé chez un de nos clients, c'est Cleveland Clinic, dans l'Ohio. Et vous avez ce système-là, donc il marche, il est fonctionnel et il est dans leur cafétéria. On voit qu'il y a des tables juste ici. Donc, ça, c'était une version de notre ordinateur quantique qu'on appelle System One. Depuis, on a une nouvelle génération, System 2, qui est un peu plus gros. Il y a plus on peut mettre plus de qubits à l'intérieur et l'électronique de contrôle est plus grande, on va dire. Donc, à partir de maintenant, les systèmes de base, en fait, vont être ce type de machine. Donc, cette approche-là, en fait, on a eu pas mal de succès au fur et à mesure des années parce que donc, on a commencé à les déployer dans le cloud, ces systèmes, en 2016. Et depuis 2016, on en a déployé plus de 75. Donc, des vrais ordinateurs quantiques que des personnes utilisent tous les jours. Et si vous allez sur la plateforme IBM Quantum, vous verrez, il y a des machines qui sont disponibles, qui sont online, et il y a toujours de l'activité dessus. Il y a une file d'attente et il y a des gens qui travaillent dessus. Donc aujourd'hui, on a 275 clients qui ont rejoint IBM Quantum, donc qui peuvent utiliser les dernières machines qu'on met à disposition. À savoir qu'il est aussi possible d'accéder à ces machines de manière gratuite, enfin pas toutes les machines, mais un certain nombre. Donc il suffit d'un compte et vous avez accès à certaines machines IBM. Vous avez 10 minutes par mois pour vous amuser. On a actuellement online 8 machines qui tournent dans le cloud, qui sont réparties dans deux data centers, l'un aux États-Unis, l'autre en Europe, en Allemagne. Et on a aussi 5 machines qui sont vraiment déployées chez des clients, comme celle de Cleveland Clinic que je vous montrais tout à l'heure. Donc, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, notre puce standard quantique, c'est ceci. Donc, toutes nos puces ont des noms d'oiseaux. Celle-là, c'est Héron. Et elle a entre 133 et 156 qubits suivant les générations. Donc, c'est vraiment donc, il y a eu beaucoup de technologie qui est derrière tout ça. On a pu faire vraiment des
des gains qualitatifs dans les calculs qu'on pouvait exécuter sur cette chose. Et ce qui nous a permis en fait d'atteindre quelque chose qu'on appelle l'utilité quantique. Ça veut dire qu'avec ce genre de puce, on peut dès aujourd'hui faire des choses qui sont utiles. Dans un certain sens, il n'y a aucune production qui va tourner là-dessus, mais il y a de la vraie recherche, il y a des vrais résultats qui sont faits où il y a une différence avec le classique. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ça. En 2023, donc en utilisant une de ces puces, on a pu mettre en évidence cette notion d'utilité quantique. Il est possible de faire des choses utiles avant d'atteindre ce qu'on appelle la fault tolerance. Donc, une parenthèse. Comme je vous ai déjà dit, les ordinateurs quantiques sont très sensibles au bruit et donc il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on ne pourra rien faire d'utile avant d'avoir ce qu'on appelle l'error correction, avant de pouvoir trouver un moyen de corriger les erreurs au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et ça, avoir le quantum error correction, c'est le Graal. Tous les industriels veulent avoir ça. Nous, à IBM, une des originalités, c'est qu'on pense qu'il est même possible de faire des choses utiles même avant d'atteindre ça. Même si notre goal, le but ultime, c'est d'atteindre la fault tolérance, on pense qu'il est possible de faire des choses utiles avant ça, donc dès aujourd'hui. Et c'est ce que cette étude a démontré. Donc là où on est aujourd'hui, c'est en fait, il est possible, donc la chose qui a été démontrée, c'est un problème de chimie dont personne ici n'a aucun intérêt, mais ça intéressait quand même certains chercheurs. L'idée, c'est qu'on a pu arriver à un résultat qui n'était pas accessible avec des méthodes classiques exactes. Donc, même si vous envoyez toute la ressource classique possible, il n'était pas possible de calculer cette grandeur physique. Par contre, il a été possible de le faire avec un ordinateur quantique. Alors, là où est le piège, c'est qu'il est encore possible aujourd'hui, avec des méthodes classiques approximées, d'arriver à des résultats similaires. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'on est dans un régime d'advantage. On n'est pas en train de dire que le quantum, il a déjà remplacé le classique pour certains use cases. Mais on commence à être dans cette zone-là. On commence à être dans cette zone intermédiaire où l'ordinateur quantique devient une méthode parmi d'autres quand on essaye de calculer des choses en physique, en chimie ou en optimisation. Notre but dans les prochains mois, c'est d'atteindre même ça, c'est d'atteindre le quantum advantage, où là, même les méthodes classiques approximées, elles ne peuvent plus rien faire. Vous avez un résultat fait par un ordinateur quantique et vous ne pouviez pas l'obtenir autrement. Vous avez quelque chose qui vous résolvait un problème de manière plus précise, moins chère ou plus efficace qu'avec n'importe quelle ressource classique. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on s'attend à voir. Notre but, c'est de le faire en 2026. Donc là. Donc ça, c'est juste la bonne parole d'IBM, mais il y a d'autres clients, d'autres universitaires, d'autres centres de recherche qui ont utilisé ces machines-là pour faire des résultats qui étaient utiles pour eux et qui étaient dans ce régime où les méthodes classiques exactes ne peuvent plus rien faire. Donc c'est déjà en train d'arriver. Une manière aussi de voir le progrès qu'on a effectué, c'est de regarder les circuits qu'on exécute sur ces machines. Donc, en 2017, on avait déjà fait un papier qui avait fait la couverture de Nature, où on avait exécuté un circuit qui est là. Donc, alors, comment lire ça? C'était un circuit sur 4 qubits, donc vous avez 4 lignes, et ça se lit comme une partition de musique. De gauche à droite, c'est le temps, c'est pas l'espace. Donc, on a des qubits et on applique des opérations étape après étape. En 2017, on était très content, on arrivait à exécuter ça. En 2023, avec ce papier dont je vous parle, avec l'utilité quantique, on arrive à exécuter cette grande chose. Et quand vous zoomez en haut à gauche, vous retrouvez un circuit qui est équivalent à celui-là. Donc, en quelques années, on a fait un gain énorme. Et je ne saurais insister sur l'exploit que ça représente en matière de bruit, en matière de contrôle, parce que c'est extrêmement difficile de faire ça. Et là, vous voyez un peu un zoom donc sur un circuit. Typiquement, les portes qu'on va avoir là, on va faire de la superposition. Et quand on va avoir des portes comme ça, on va faire de l'intrication. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vous donne déjà une petite idée. On a une roadmap qui va peut-être être difficile à lire, mais donc cette roadmap, on l'a publiée en 2020. Et jusque-là, on arrive à vraiment avoir toutes les étapes qu'on essaye d'atteindre.
Donc, dans les années qui viennent, on va augmenter le nombre de portes qu'on arrive à exécuter sur nos ordinateurs quantiques pour avoir des algorithmes qui seront vraiment dans la catégorie Quantum Advantage. Et le but ultime, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va se passer en 2029 ici. Alors, je vais faire la version simplifiée. 2023, Quantum Utility. 2026, Quantum Advantage. On arrive à faire des choses mieux que le classique. 2029, on annonce qu'on publiera, enfin qu'on donnera à disposition le premier ordinateur avec correction d'erreurs quantiques. Donc 2029, c'est très bientôt. Il y a quelques années, on ne communiquait pas là-dessus. On ne disait pas qu'en 2029, on aurait un ordinateur quantique de ce calibre-là. Les estimations en interne, c'était plutôt au milieu des années 2030. Là, aujourd'hui, on est suffisamment confiant pour dire en 2029, on va on va mettre à disposition un ordinateur quantique avec correction d'erreur. Donc, pourquoi on a finalement gagné en confiance? Alors, c'est vraiment, à la base, c'est un résultat théorique. On a des chercheurs à IBM qui sont très brillants et qui arrivent à trouver des choses qui nous font gagner des années. Et il y a 2 ans, ils ont trouvé un nouveau code de correction d'erreur. Donc, avec les mains, pour corriger les erreurs d'un ordinateur quantique, vous avez besoin de beaucoup de qubits et vous avez besoin d'opérations assez complexes. Vous avez besoin d'intriquer plusieurs qubits physiques pour former un qubit logique qui va être résistant aux erreurs. La manière de faire ça va dépendre de votre code de correction d'erreur. Jusque-là, les codes des corrections d'erreur, ils nécessitaient un nombre de qubits physiques énorme. Donc, si on voulait avoir un qubit qui était de bonne qualité, il fallait peut-être des centaines de qubits physiques pour réussir à arriver à ça, même des milliers. Aujourd'hui, avec ce code qui a été trouvé de manière théorique, on a un gain x10. Et x10, dans ce domaine-là, c'est très, très important. Donc, à partir de cette découverte-là, en fait, on a changé en fait, notre roadmap prend en compte le fait que maintenant, on vise ça. Donc, on va changer la topologie de nos puces, on va changer, en fait, la manière dont les ordinateurs quantiques des prochaines années vont être construits. Une illustration, c'est les ordinateurs quantiques vont devenir beaucoup plus complexes. À gauche, j'ai vraiment la représentation de ce qu'est une puce quantique aujourd'hui. On a des qubits qui sont les carrés, ils sont reliés l'un à l'autre, et vous faites le calcul là-dessus. Pour appliquer un code de correction d'erreur et pour corriger les erreurs au fur et à mesure qu'elles arrivent, vous allez avoir besoin de quelque chose comme ça, un énorme paquet de spaghettis. Et ça, on a besoin d'implémenter ça pour réussir à corriger les erreurs et à pouvoir en fait exécuter les algorithmes quantiques les plus intéressants. On parlait de Shor au tout début, pour factoriser les grands nombres. Vous ne pouvez pas l'exécuter sur quelque chose comme ça. Par contre, ici, ça commence à devenir un peu plus possible. Donc, une fois qu'on aura ça, on est assez confiant en fait pour réussir à faire ça en 2029. On a déjà annoncé le nom, IBM Quantum Starling. Voilà une représentation de la machine, ça va être un monstre. Donc plusieurs cryostars reliés les uns aux autres, énormément d'électronique de contrôle. Et tout ça va être disposé dans notre data center à Poughkeepsie. Donc, ce que vous avez ici, c'est les machines qui vont être mises à disposition cette année, donc des machines de type System 2. Et la première machine avec correction d'erreur, ce sera le Starling qui est là. Et on a déjà en prévision, donc la génération d'après, qu'on appelle Blue Jay, et qui lui arrivera à faire 2000 qubits logiques. Donc voilà où on en est au niveau des hardware. On a une offre commerciale. Donc, si les gens sont intéressés à rejoindre IBM Quantum et exécuter des choses sur nos systèmes quantiques, eh bien, ils peuvent s'engager avec nous. Et on a différents plans, plus ou moins chers, suivant ce que vous voulez payer ou suivant ce que vous pouvez faire. Évidemment, plus vous payez, plus vous avez accès à des machines. Ça commence avec juste vous payez ce que vous consommez, vous avez juste besoin de votre carte de crédit, jusqu'à vous avez une machine chez vous et vous êtes le seul à pouvoir accéder à cette machine. Mon équipe, Quantum Support, elle s'occupe d'aider tous les clients qui sont dans Pego, Flex, Premium et On-Prem Plan. Donc ça, c'était pour la première mission d'IBM Quantum, c'est construire les ordinateurs quantiques.
Maintenant, je passe à la deuxième mission, protéger ce qui existe aujourd'hui des ordinateurs quantiques du futur. Donc, si je reviens là-dessus, je vous ai dit que le factoring et discrete logarithme, c'était quelque chose qui était attaquable en ordinateur quantique. Pour être plus dans le détail, si j'essaye de factoriser ce grand nombre, donc un nombre de 2048 bits, si j'essaye de factoriser ça avec des ordinateurs classiques, ça va me prendre des millions d'années. Avec un ordinateur quantique et avec un algorithme de Shor, on peut estimer pouvoir le faire en quelques heures. C'est des estimations. Personne ne l'a jamais fait aujourd'hui et personne ne le fera dans les années qui viennent. Mais à un point du futur, ça va arriver. Donc le truc, c'est que le fait que ce soit difficile de factoriser des grands nombres, c'est pour ça qu'on a beaucoup de protocoles de sécurité qui sont basés sur ça, parce que c'est difficile à casser. Donc tout ce qui est public key encryption, digital signature, key exchange, se base sur le fait que c'est dur de factoriser un nombre comme ça. Donc les protocoles que vous connaissez, RSA, DSA, les courbes elliptiques, Diffie-Hellman, toutes ces choses-là, eh ben, elles vont tomber dans le futur. Il y a un moment où elles vont, ce sera plus possible. Il y aura des machines qui pourront les attaquer plus ou moins facilement. Donc, ok, ça c'est dans le futur, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut déjà arriver aujourd'hui? Et ce que les gens anticipent, c'est une attaque de type Harvest Now, Decrypt Later. Ça veut dire que vous, des cybercriminels, pourraient voler des données encryptées aujourd'hui, ils ne pourraient rien faire avec, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est attendre. Attendre le moment dans le futur où il y aura suffisamment d'ordinateurs quantiques pour pouvoir les décrypter. Donc c'est quelque chose qui peut déjà être fait en un sens aujourd'hui, et c'est déjà quelque chose auquel il faut se préparer. Donc, heureusement, toutes ces choses-là ont été anticipées. Donc en 2016, il y avait le NIST, donc le National Institute of Standards and Technology, qui ont lancé une compétition globale qui était trouver des algorithmes qui puissent nous protéger contre les attaques classiques et quantiques. Donc à la base, il y avait 80 algorithmes candidats. Il y a eu plusieurs rounds de sélection. Certains ont été éliminés parce que la performance était mauvaise. Certains ont été éliminés parce qu'il y a eu des failles. Mais donc l'an dernier, en 2024, NIST a annoncé les standards. Ils avaient annoncé quelques années avant les finalistes, et après ils les ont annoncés en tant que standards que l'industrie doit appliquer pour pouvoir se protéger contre les attaques quantiques. Donc ces standards, les voici. Donc c'est MLChem pour Key Encapsulation, c'est MLDSS, Sphinx et Falcon pour Digital Signature. Donc quand on a annoncé ces standards-là à IBM, on était très contents parce que sur les 4 finalistes, il y en a 3 où des chercheurs ont travaillé dessus. Donc c'était un bon jour. La chose, c'est que alors ces algorithmes-là, ils sont open source. C'est pas des choses qui sont derrière un paywall. Il y a des librairies en ligne. Vous pouvez déjà aller voir ce que ces algorithmes, de quoi ils sont faits. Vous pouvez faire des tests déjà aujourd'hui. Par contre, pour les mettre en place, c'est quelque chose qui va demander un effort, qui va demander du travail. Parce que la transition de ce qu'on a aujourd'hui pour appliquer ces nouveaux algorithmes, elle n'est pas frictionless. Il va y avoir des changements. Donc, à titre d'exemple, si je veux signer ce texte en utilisant DSA, je vais avoir une signature de 64 bits, de 64 octets. Si j'utilise ce même texte et j'essaye de le signer en RSA, je vais avoir 256 octets. Si j'utilise un algorithme de cryptographie post-quantum, d'un coup, j'ai 3293 octets. Donc, les clés et les artefacts vont changer, ils vont être plus gros. Donc, évidemment, ça veut dire que on ne peut pas juste faire un remplacement comme ça facile. Il faut prendre en compte que des choses vont changer. Donc, d'un point de vue régulation et d'un point de vue réglementation, les choses aussi deviennent officielles. Il y a plusieurs agences de sécurité dans plusieurs pays, en France, l'ANSSI, il y a eu des choses au niveau de l'Europe, il y a la NSA aux États-Unis, qui en fait demandent et fournissent des guidelines pour pouvoir faire, enfin des recommandations pour faire ces migrations-là.
Et toutes ces feuilles de route s'accordent en fait sur une timeline. En fait, tout converge vers à peu près quelque chose comme ça. Donc la zone de danger où il faut, on va dire, avoir fait la transition pour la cryptographie post-quantum, c'est 2030. Par 2030, il faut avoir fait les changements. Parce qu'entre 2030 et 2035, ça devient vraiment la zone de danger. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'image que j'ai montrée, il y avait une grosse machine en 2033, BlueJ, avec 2000 qubits logiques. C'est la flèche qui est jaune ici. Il n'est pas dit que d'autres arrivent à le faire avant nous. Évidemment, on aimerait bien être les premiers, mais dans cette zone-là, il est possible qu'il y ait déjà des ordinateurs quantiques qui puissent faire des choses de type KC-RSA. Donc, tout ce qui reste à faire pour se protéger, c'est de faire cette transition vers ces algorithmes de cryptographie post-quantique qui, eux, pour l'instant, n'ont aucune attaque quantique ou classique connue pour pouvoir les casser. Une chose, c'est que donc pour vous accompagner là-dedans, donc IBM Quantum a une offre. On a 3 différents softwares qui sont modulaires et qui permettent d'adresser en fait la migration vers les algorithmes de cryptographie post-quantique. Il y a IBM Guardium Quantum Safe. Là, c'est vraiment la tour de contrôle. Vous avez une vue en fait sur le network et les applications de votre entreprise. Vous avez la régulation est prise en compte. Vous avez des moyens de prioriser pour les développeurs qu'est-ce qui doit être fait avant. Vous pouvez le relier à un système de ticketing type Jira ou ServiceNow. Il y a un deuxième module, un deuxième software qui est IBM Quantum Safe Explorer. Là, ça va vraiment scanner le code de vos applications maison pour voir s'il y a des vulnérabilités et vous proposer en fait des solutions pour pouvoir remédier à ces problèmes. Et le dernier software, c'est le Remediator, où là, c'est vraiment si vous avez des parties de votre stack que vous ne pouvez pas changer pour X raisons, vous avez un moyen de mettre en place un proxy adaptatif qui va se mettre entre le client et le serveur et qui va permettre d'appliquer en fait la cryptographie post-quantique sans avoir à changer le code qui est derrière. Évidemment, c'est des solutions temporaires. Il faut aller vers une application de ces algorithmes post-quantum de manière globale, mais il y a déjà des solutions qui peuvent être mises en place comme ça. Je vais finir sur 2 choses. C'est qu'on a une plateforme de learning, d'apprentissage, donc où il y a énormément de choses. On a même embauché un professeur d'université pour faire des tutoriaux et des cours. Donc, il y a énormément de cours en ligne. Il y a même un cours sur la cryptographie post-quantique qui peut être intéressante. Je vous conseille aussi, on a Qiskit. Donc, Qiskit, c'est le software qu'on utilise pour, j'en ai pas parlé, je voulais pas vous assommer avec un truc en plus, mais on a Qiskit SDK qui permet justement de programmer en Python et de exécuter le code sur les machines quantiques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est développé en open source et qui est très populaire, qui est le plus populaire parmi les gens qui s'intéressent au quantum computing. On a aussi une chaîne YouTube avec Qiskit où il y a énormément de choses, peut-être trop. Il y a des hackathons, il y a des challenges au fur et à mesure de l'année. Donc, même si vous n'êtes pas directement concerné, simplement par curiosité intellectuelle, je vous conseille d'aller jeter un œil là-dessus. Ça peut vous occuper un week-end. Et enfin, si vous êtes intéressé par ça, par l'informatique quantique ou par la cryptographie post-quantum, eh ben, je vous invite à contacter un de mes 2 collègues, donc Pierre Gégère, qui s'occupe de la partie vraiment IBM Quantum Technology, donc utiliser les ordinateurs quantiques pour faire des choses. Donc, il est le lead principal en France. Et pour tout ce qui est Quantum Safe, donc pour la cryptographie post-quantique, voilà, je vous invite à contacter Élise. Et c'est tout ce que j'ai. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.